Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la première session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ouverte le 27 février, a pris fin ce jeudi. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du président Édouard Loko, des représentants des associations de professionnels des médias ainsi que des cadres de l'ARAC à divers niveaux. La capitale nigériane avait accueilli le tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. À cette occasion, le président Patrice Talon s'est distingué par un discours à la fois ferme et porteur de vision dans lequel il a plaidé en faveur d'une intégration économique. Vous suivez les analyses d'un observateur de la vie politique dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, au moins 17 soldats ont été tués ce mardi lors d'une attaque contre 3 bases militaires au nord du Nigeria. Des groupes armés communément appelés bandits sont à l'origine de cette attaque meurtrière. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a achevé ce jeudi sa première session ordinaire de l'année 2025 tenue au siège de l'institution. Ouverte le 27 février dernier, les travaux ont porté sur plusieurs dossiers majeurs, notamment la régulation des médias, l'attribution des cartes de presse et le renouvellement des conventions arrivées à leur terme. Le reportage. Les rideaux sont tombés ce jeudi 26 juin 2025 sur la première session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Durant les 4 mois qu'ont duré les travaux, 52 rapports ont été examinés et 19 décisions ont été prises. Parmi les principaux points abordés figurent la régulation des médias, le point sur la délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias et le renouvellement des conventions arrivées à le thème. Les conseillers ont pris pendant les 4 mois de travaux plusieurs mesures de régulation. Il s'agit du rapport relatif à l'étude et la situation de certaines radiodiffusions sonores et télévisions privées. Rapport relatif à la situation des sites internet de diffusion de contenu médiatique suspendus par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Rapport relatif à l'étude des dossiers reçus en vue de la présélection des requérants dans le cadre des procédures de l'appel à candidature pour l'exploitation des sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. Rapport relatif à l'actualisation de la décision numéro 24-029/AC du 27 juin 2024 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. En adoptant ce rapport, la première a pris la décision numéro 25-033/AC du 22 mai 2025 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. Situation du dossier de carte de presse aux professionnels des médias. En ce qui concerne ce volet, la plénière a examiné un rapport et pris 2 décisions. Il s'agit du rapport relatif à l'actualisation de la décision portant réglementation et de la carte de presse, de l'accréditation et du laissez-passer en République du Bénin. Signature et renouvellement des conventions arrivées à terme. En vue de la signature et du renouvellement des conventions de certaines radiodiffusions sonores, rapport complémentaire relatif au renouvellement des conventions de 26 radiodiffusions sonores privées et le rapport relatif au renouvellement des conventions de cette radiodiffusion sonore et d'une télévision privée dont les promoteurs ont régularisé leur situation suite à leur mise en demeure du 19 mars 2025. À l'issue des travaux, l'organe de régulation des médias au Bénin a adressé une mise en demeure à certaines chaînes de radiodiffusion sonore. Le rapport adopté le 25 juin 2025 relatif à la nécessité de rendre publique la mise en demeure de certaines radiodiffusions sonores, la plénière, la présidente en voix délibérée, décide, article 1er,
Les promoteurs de Koufou FM, Maro FM, Radio Dialogue, Haïfa FM, Aïs Salam FM, Radio Bati et Nostalgie FM sont mis en demeure de respecter les obligations contenues dans les conventions signées avec la HAC. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, les promoteurs concernés s'exposent au retrait sans autre forme de procès et à tout moment de leur fréquence. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera publiée au journal officiel. La prochaine session attendue dans les mois à venir sera l'occasion pour l'institution de prendre plusieurs décisions, en particulier celles liées aux élections générales de 2026. L'intégration ouest-africaine serait-elle à un tournant de son histoire entre crise politique, défis économiques et climatiques? L'Afrique de l'Ouest reste confrontée à ces défis qui minent son intégration. Le président Patrice Talon plaide par ailleurs pour une intégration ouest-africaine plus concrète, proposant que le Bénin et le Nigeria en soient les piliers. Un analyste béninois en parle dans cet élément. Je peux oser vous dire que ce système d'intégration économique est déjà mis en place depuis au temps de la CEDEAO. Si on se comprend bien, si nous comprenons bien le sens de la CEDEAO, c'est une intégration économique aussi, c'est un système d'intégration économique à travers les pays membres de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est libre et il y aura libre circulation des biens et des personnes, qu'on nous a appris depuis lors sur les bancs. Mais il s'est fait que ce système qui a été mis en place par le président Gnassingbé Yadema avec le géant Gon à son temps, bon, ça a pris un bon départ, mais en fin de compte, nul ne sait ce qui est venu émousser cette détermination à ces dirigeants. Puisque lorsque les dirigeants décident d'entreprendre quelque chose pour leur dépendance économique, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs pour émousser leur détermination, ce qui fait que la chose n'aboutisse pas à bon port. Donc, moi, je peux dire aux dirigeants, à notre président Patrice Talon et à son homologue Tinubu, s'il peut mettre ce système-là rigoureusement en place, et pour son aboutissement, ça serait vraiment très alléchant. Mais le problème est que une chose est de dire, mais une chose est de joindre l'acte à la parole. Puisque alors nous sommes maintenant, avant nous parlons de la globalisation. Maintenant nous ne sommes plus au temps de la globalisation, nous sommes au temps de système numérique où nous devons booster notre économie. Donc à cet effet, il n'est pas question de marche arrière, de faire une marche arrière. Non, nous devons aller en avant. Si les dirigeants sont responsables de cet échec de système d'économie régionale, c'est parce que eux aussi sont sous ordre des pays occidentaux. Parce que lorsque les pays occidentaux, lorsqu'ils constatent que ces pays africains mettent un système en place pour leur développement économique, alors ils font tout possible pour disjoncter le compteur. Pourquoi on dit qu'ils sont responsables? Parce qu'ils ne mettent pas la rigueur, ils ne veulent pas se sacrifier. Parce qu'après tout, lorsqu'on dit rigueur et en toute chose, il faut un sacrifice. C'est un sacrifice après tout. Il est temps que l'Afrique se réveille de son sommeil profond pour prendre sa destinée à main, tel que nous l'avons su faire au temps de Maga, au temps de Sylvanus Olympio, de Kwame Nkrumah, tout ça là, etc. C'est les grands conquérants qui ont lutté avec les Blancs, tout cela de façon économique, tout ça, les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio, c'est les gens qui ont lutté. Comme les Blancs et les Occidentaux voient qu'avec ça, que ça ne les arrange pas, bon, ils ont fait tout possible pour envoyer leur vie à trépas. Dans le reste de l'actualité, les acteurs impliqués dans le projet BioDev 2030 phase 2 ont ouvert ce mercredi à Cotonou une séance de travail. Ceci pour identifier et analyser des éléments
de réforme des instruments de politique publique sectorielle afin d'appuyer les changements de pratiques pour une meilleure conservation de la biodiversité au Bénin. La séance a connu la présence de plusieurs experts, dont l'honorable Arif Bako et l'ancien ministre de l'Agriculture Azizou El Hadj Issa. Romaric Kadossa et Bernardin Bonumbo pour le reportage. Identifier et analyser des éléments de réforme, des instruments de politique publique sectorielle afin d'appuyer les changements de pratiques pour une meilleure conservation de la biodiversité au Bénin, c'est l'idéal qui a réuni à Cotonou ce mercredi acteurs et experts en environnement. Ils auront pour objectif principal d'élaborer au terme des 2 jours d'intenses travaux un document sur les réformes prioritaires dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie. Nous sommes bel et bien en plein dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet BioDev 2030. L'objectif de cet atelier, c'est de continuer à réfléchir sur les instruments de politique publique sectorielle en faveur de la biodiversité. Alors, lors du premier atelier, nous avons utilisé la fiche Altaï, qui est un outil comportant les instruments de politique publique sectorielle prioritaires identifiés par un cabinet du nom Altaï. Ces politiques publiques sectorielles façonnent les pratiques productives. Et à la fin de ce projet, c'est d'arriver à concevoir une autre politique au niveau des 2 domaines, puisque au Bénin, nous avons choisi 2 domaines, le domaine de l'agriculture et le domaine forestier. Et pour atteindre les objectifs escomptés, il est question, entre autres, de présenter lors des travaux de groupe les cibles du cadre mondial pour la biodiversité commémoriale aux parties prenantes pour une meilleure appropriation. Ce document est une nouvelle politique d'orientation en fait dans la gestion de la biodiversité, parce que le cadre qui avait géré le monde que nous appelons les objectifs d'Aichi entre 2010 et 2020 n'a pas été assez concluant. Il avait montré beaucoup de faiblesses, il fallait donc repartir sur de nouvelles bases. Les gens l'appellent donc l'accord de Paris de la biodiversité, comme ce qu'ils ont fait aussi au niveau de l'accord de Paris, qui a dû revisiter un peu ce que le protocole de Kyoto avait adopté. C'est donc dans ce contexte que l'UCN et l'AFD ont choisi de s'intéresser à quelques aspects de ce cadre mondial-là, en s'appuyant sur un certain nombre de cibles, la cible 19, la cible 20, la cible 22, en l'occurrence, et qui parlent donc des questions de mainstreaming, c'est-à-dire l'intégration de la biodiversité sur toutes les politiques publiques et sur l'ensemble des actions que les acteurs mènent. Pour les experts et personnes ressources conviées à cet atelier, la nature gère tout en un et il est impérieux d'en tenir compte lors de l'élaboration de la note conceptuelle qui servira de plaidoyer auprès des décideurs. Élargir donc les cibles vers d'autres domaines d'activité rendra les travaux plus complets. La biodiversité donc pour nous et qui nous réunit ici, il s'agit donc de mettre en place les moyens, les instruments de préservation de la subsistance pour nous, mais au-delà de notre propre existence, car en protégeant la biodiversité, nous protégeons les sources de notre propre existence. Donc, mettez tout ensemble en avançant sur vos 2 secteurs principaux. Essayez de voir comment est-ce que nous pouvons imiter la nature qui ne fait pas de priorité, gère tout ensemble et vous allez voir que nous allons nous en sortir. Pour rappel, le projet BioDev 2030 phase 2 est mis en œuvre au Bénin par l'Union internationale pour la conservation de la nature UCN et coordonné par Expertise France avec le financement de l'Agence française de développement. Il est donc attendu au thème de cet atelier des propositions de réforme claires et contextualisées, élaborées pour chaque IPPS identifié et accompagnées de recommandations concrètes fondées sur l'analyse de leviers institutionnels, juridiques, techniques et financiers en vue d'une meilleure intégration de la biodiversité au Bénin.
En interactualité, la violence des gangs armés continue de faire des ravages au Nigeria. Au moins 17 soldats ont été tués lors d'un assaut coordonné sur 3 bases de l'armée, à en croire des sources de sécurité, localement surnommées bandits. Une série d'hommes armés a pris d'assaut les postes militaires. En riposte, l'armée nigériane affirme avoir neutralisé plusieurs assaillants. Le reportage. Au moins 17 soldats ont été tués dans le nord du Nigeria lors d'un assaut coordonné sur 3 bases de l'armée. Selon les sources de sécurité, des bandes armées localement surnommées bandits ont attaqué mardi les postes militaires de Kwanadotso-Mariga et de Boka dans l'état du Niger, ainsi qu'une 3e base dans l'état voisin de Kaduna. Les corps des 17 soldats ont été conduits dans les bases de Kwanadotso-Mariga et 4 autres soldats blessés reçoivent encore des soins. L'armée nigériane qui a mené une contre-attaque affirme avoir tué plusieurs assaillants. Une enquête est en cours et des renforts ont été envoyés dans les bases concernées. Le nord-ouest du Nigeria est en proie à des gangs criminels qui attaquent les villages, enlèvent les habitants contre rançon et s'en prennent aux forces de sécurité. Une insécurité croissante qui met à rude épreuve l'armée nigériane, déjà débordée par un conflit de 15 ans contre Boko Haram et les insurgés de l'État islamique actifs dans le nord-est du pays. Le Parlement ghanéen a approuvé ce mardi un accord crucial de restructuration de 2,8 milliards de dollars de dettes extérieures signé avec un groupe de 25 créanciers bilatéraux dont la Chine, la France et plusieurs autres partenaires internationaux. Ce feu vert parlementaire ouvre la voie à la poursuite des décaissements du FMI dans le cadre d'un programme de sauvetage économique conclu en 2023. Suivant. C'est un verrou pour l'économie du pays qu'il faut faire sauter. Le Parlement ghanéen a approuvé mardi un accord de restructuration de la dette de 2,8 milliards de dollars avec 25 pays créanciers dont la Chine et la France. La décision permettra à Accra de bénéficier des décaissements dans le cadre d'un programme de sauvetage du Fonds monétaire international. Un coup de pouce financier vital pour l'économie de ce pays d'Afrique de l'Ouest qui bat de l'aile. C'est la pire crise économique qu'a connue le deuxième producteur mondial de cacao depuis des décennies. La restructuration doit permettre de réduire le ratio dette PIB du Ghana à 55% d'ici à 2026, mais pas seulement. Les autorités ghanéennes prévoient aussi d'abaisser le ratio service de la dette recette à moins de 18% à partir de 2028. Le leader de l'opposition tchadienne, Sucé Masra, a entamé une grève de la faim, a annoncé son parti. Dans une lettre écrite depuis sa cellule au siège de la police judiciaire, l'ancien Premier ministre proteste contre son incarcération. Il est poursuivi pour incitation à la haine. Sa demande de libération conditionnelle a été rejetée le 19 juin. Ses avocats dénoncent cette décision comme une manœuvre politique. Suivant. L'ancien Premier ministre tchadien Sucé Masra, en détention depuis plus d'un mois, a annoncé mardi 24 juin qu'il entamait une grève de la faim. S'exprimant dans une lettre adressée à ses partisans et rendue publique par les membres de son parti, les Transformateurs, le chef de l'opposition tchadienne a dit chercher encore les raisons de son emprisonnement. Arrêté le 16 mai, il est poursuivi pour incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, d'incendie volontaire et de profanation de tombes. Cette annonce de Sucé Masra intervient moins d'une semaine après que la demande de libération provisoire, introduite par ses avocats le 19 juin dernier, a été rejetée par la chambre d'accusation. La justice tchadienne accuse notamment M. Masra d'avoir provoqué le massacre de 42 personnes le 14 mai à Mandakao, dans la province du Logon occidental, dans le sud-ouest du pays. Les autorités des principales villes du Myanmar ont détruit environ 300 millions de dollars de drogue illégale confisquée. Les drogues détruites comprenaient de l'opium, de l'héroïne. Ces incinérations de drogue surviennent près de 2 mois
après que des experts de l'ONU ont mis en garde contre des niveaux sans précédent de production et de trafic de méthamphétamine. C'est après moi. Des drogues illégales d'une valeur de près de 300 millions de dollars ont été détruites dans les villes de Nyema jeudi à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de stupéfiants. À Yangon, la plus grande ville de Myanmar, un énorme tas de drogue d'une valeur de plus de 117 millions de dollars a disparu dans un incendie spectaculaire. Les drogues détruites comprenaient de l'opium, de l'héroïne, de la méthamphétamine, de la marijuana, de la kétamine et un stimulant connu sous le nom d'Ice ou Crystal Meth, a déclaré le général de brigade de la police de Yangon, Sun Lin, dans un discours prononcé lors d'une cérémonie d'incinération de drogue. Des événements similaires ont également eu lieu dans les régions proches des lieux de production de drogue. La Birmanie est depuis longtemps une source majeure de drogue illégale destinée à l'Asie de l'Est et du Sud-Est, malgré les efforts répétés de répression. Depuis 2023, le pays est devenu le premier producteur d'opium au monde. Et ce sera tout pour cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.